Je me suis rendu compte, la mise de départ était énorme et le bénéfice n'était pas là. Je me rendais compte que même si je travaillais toute ma vie, j'arrivais peut-être à rembourser la mise de départ et me sortir peut-être un salaire de 2000-2500 euros. C'est là que je me suis dit, il doit y avoir une autre solution, quelque chose d'un peu plus simple. Et en réfléchissant aux différentes manières de troc, j'en arrive, tiens, dans l'immobilier, on troque une maison, sauf que ça s'appelle une agence immobilière. Et le concept était relativement facile à adapter à l'automobile. Et quand j'ai eu cette idée, j'ai tapé tout simplement comme tout le monde sur Google, agence automobilière, et là j'ai vu 0 réponse. Donc quand il y a 0 réponse, c'est que ça n'a jamais été tapé, donc voilà, je peux vraiment dire que j'étais le premier. Oui. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Christophe Winkelmüller, le fondateur du réseau L'Agence Automobilière. Donc qui mieux que lui-même pour se présenter. Donc je vais lui passer tout de suite la parole. Bonjour Christophe, comment tu vas ? Merci à toi. Écoute, merci de m'accueillir. Merci. Et alors, si je dois me présenter rapidement, c'est ça ? Voilà. J'ai envie de te dire, je suis marié, j'ai 3 enfants, j'ai 52 ans, de formation plutôt technique, ingénieur chimiste. J'ai commencé par faire l'école de chimie de Mulhouse et puis à travailler dans l'industrie chimique puis pharmaceutique. D'accord. Mais depuis tout jeune, ma passion c'était l'auto, donc mon envie c'était dès le début de me lancer dans l'automobile, même si j'avais un super poste à responsabilité que tout le monde peut envier, aussi un super salaire, tout ce que tu veux, mais en fait mon rêve, ma passion c'était l'automobile. Voilà. Ok, et donc tu as concrétisé ce rêve au travers d'un projet automobile qui est donc l'agence automobilière. Oui, l'agence automobilière, tout à fait. En fait, à l'époque, même si j'avais les moyens, je m'étais renseigné pour acheter une concession, un garage. Enfin, je regardais un peu les garages qui étaient à vendre dans le coin ou les franchises. Il y en avait différentes. Je me rappelle, il y avait une franchise de remplacement de pare-brise. Oui. Il y avait différentes choses, une carrosserie. Et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, la mise de départ était énorme et le bénéfice n'était pas là. En étudiant les bilans des sociétés que j'avais vues, je me rendais compte que même si je travaillais toute ma vie, j'arrivais peut-être à rembourser la mise de départ et me sortir peut-être un salaire de 2000-2500 euros, mais avec des coûts et des investissements énormes et un risque élevé. Et beaucoup de personnel à gérer. C'est là que je me suis dit, il doit y avoir une autre solution, quelque chose d'un peu plus simple, et que je réfléchissais à un modèle beaucoup plus simple pour faire la même chose, tout simplement, quoi. Ok, très bien. Et c'est là où t'es venu cette idée-là, parce que finalement, tu es le créateur de ce concept-là. Ah oui, tout à fait. Au début, je cherchais vraiment quelque chose de simple pour vendre. Et à l'époque, le concept qui avait le vent en poupe, c'était le troc. Alors, le troc de Lille, il y a plusieurs trocs, et je m'étais dit, tiens, si je pouvais faire un sort de troc automobile, même si c'était péjoratif, parce que je me dis, on va pas dire j'ai acheté ma voiture dans un troc où le mot était péjoratif. Et en réfléchissant aux différentes manières de troc, j'en arrive, tiens, dans l'immobilier, on troque une maison, sauf que ça s'appelle une agence immobilière. Et le concept était relativement facile à adapter à l'automobile. Et quand j'ai eu cette idée, j'ai tapé tout simplement comme tout le monde sur Google, agence automobilière, et là j'ai vu 0 réponse. Donc quand il y a 0 réponse, c'est que ça n'a jamais été tapé, donc voilà, je peux vraiment dire que j'étais le premier. Oui. Ah ouais, exactement. Et donc ça, c'était en quelle année ? C'était en 2003 que j'ai eu l'idée, et puis j'ai ouvert la première agence en 2004, un an après. Il m'a fallu à peu près un an, le temps de bien mûrir le projet. En même temps, j'ai eu la chance de faire un MBA en finance et en stratégie. Donc, pendant que je faisais ce MBA, je réfléchissais à comment l'adapter à l'agence automobilière, tout simplement, quoi. Ok, très bien, ouais, pas mal, ouais. Donc, et pourquoi avoir choisi un modèle justement inspiré de l'immobilier plutôt qu'une concession ou un garage traditionnel ? C'est envie de créer quelque chose de nouveau, justement Alors, déjà parce que tout le monde sait comment fonctionne une agence immobilière. C'est vrai. Et donc, suffit de dire c'est la même chose pour l'automobile, donc les gens comprennent. Et puis un garage traditionnel, le problème c'est le stock. Il faut acheter, c'est des gros frais de structure, c'est des locaux qu'il faut climatiser l'été, qu'il faut chauffer l'hiver. Enfin, tout ça coûte de l'argent. Et en fin de compte, si tu veux faire un modèle qui est économiquement rentable, il faut réduire les frais au maximum. Oui. Et pour réduire les frais au maximum, une agence qui fait 50, 100 mètres, 200 mètres carrés, grand maximum, ça reste pas cher par rapport à des milliers de mètres carrés ou des parkings où on stocke les voitures. Et pas besoin de les acheter, pas besoin de les financer. Donc voilà, c'est les clients qui continuent de rouler avec. Donc l'automobile et l'immobilier se collaient. Et quand tu regardes une agence immobilière, au départ, on fait l'état des lieux d'un appartement. Nous, on fait l'état des lieux de la voiture. Simplement, on va pas regarder s'il y a des trous dans le mur, mais on va regarder s'il y a des griffes, des bosses dans la carrosserie, si les entretiens sont à jour, si les pneus sont à changer. Après, pour sécuriser l'essai, on fait un bon de visite, comme dans l'immobilier. D'accord. On va même marquer l'heure de départ, l'heure d'arrivée. On va prendre la pièce d'identité, le permis de conduire de l'essayeur. Donc, on sécurise tout, même l'essai. Et après, on réserve avec un compromis de vente, comme dans l'immobilier. Donc, en fin de compte, on a pris toutes les étapes de l'immobilier qu'on a adaptées à l'automobile.
tout simplement. D'où l'agence automobilière. Ouais, très bien. Franchement, le concept qui peut paraître aujourd'hui répandu, finalement, toi, il faut se remettre dans le contexte il y a 21 ans en arrière où ça n'existait pas du tout, quoi. Excellent. Et comment s'est passé le lancement de ta toute première agence, donc qui était ici à Sausheim dans le 68? Et est-ce que tu te souviens de tes tout premiers clients? Oui, je me rappelle très bien. Alors, quand j'ai ouvert mon agence, je me dis c'est facile, j'ai une belle agence sur une voie principale entre la concession Volkswagen et BMW. Je me dis tout le monde va me voir. J'ai mis une grande enseigne qui faisait presque 12 mètres de large. Donc là, je me dis on va voir que moi. Oh punaise. Et en fin de compte, je me rappelle de la première journée où j'ai ouvert. J'avais fait des pubs dans les annonces locales. Et puis le téléphone ne sonnait pas, des clients ne venaient pas. Et je me dis, mais il se passe quoi? Et plusieurs jours, j'avais pas de clients. Je me suis dit, mais alors, je suis là, je suis sur place, il y a un panneau. Et mon premier client, je m'en rappelle très bien, c'était un jeune de Nancy qui avait la voiture de son grand frère pour quelques jours parce qu'il venait travailler sur Mulhouse. Il connaissait personne sur Mulhouse. Et donc, du coup, il était un peu perdu. Il regardait les panneaux et il a vu un panneau. Il dit, tiens, ils ont l'air de vendre des voitures. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fin de compte, ça sert à rien d'avoir une grande enseigne, d'être sur le grand boulevard et tout, que le secret, il est ailleurs. Oui. Parce que si tu dois attendre que les clients arrivent, tu peux attendre longtemps. C'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, donc, mais c'est clair que c'est sa toute première expérience, ses premières minutes de vie d'entreprise, ça marque à jamais, je pense. Tout à fait. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et quelles étaient tes plus grandes difficultés au démarrage, s'il y en a qui t'ont marqué? Oui, je pense, comme dit, c'est commencer à se faire connaître et à faire connaître le concept. Ouais. Parce que les clients, ne connaissant pas ce que c'était, ne faisaient pas confiance. Donc ils voyaient des conditions générales, je leur expliquais, je leur demandais de me signer un mandat. Il fallait tout leur expliquer, tout leur lire, tout. Les clients étaient très très méfiants. C'est vrai que quand tu es un concept répandu, que tu en as un peu partout en France, que tu as plus de 20 ans d'expérience, tu n'as plus besoin de lire les conditions générales, quoi. Ouais. Mais au départ, il fallait vraiment montrer patte blanche et c'était long, c'était compliqué. Ouais. Et tu as dû finalement éduquer une nouvelle clientèle pour un nouveau concept, quoi. Oui, tout à fait. Ok, je comprends. Et en quoi le modèle de l'agence automobilière est-il unique aujourd'hui sur le marché? L'unicité, c'est plusieurs choses. Déjà, le nom. Le nom, même si beaucoup veulent nous le copier, ils n'ont pas le droit. C'est un nom qui a été créé. Alors, donc constamment, on doit défendre notre marque. D'accord. Donc, parce que c'est le nom qui fait tout. Oui. Ça, c'est une chose. C'est aussi le fait d'être les premiers, d'avoir toujours été les premiers pour tout. Les premiers à avoir lancé le concept, les premiers à avoir passé le cap des 100 agences, le premier à être allé à l'étranger, les premiers à avoir... Tout ce qu'on a fait, on a toujours été les premiers. Ça fait vraiment partie de notre ADN, ce côté innovation. Oui. Donc c'est sûr qu'après, c'est toujours la même chose. Est-ce que tu veux bosser avec le leader ou est-ce que tu veux travailler plutôt avec un copieur? Moi, je suis plus pour prendre l'original, surtout. Ouais. Voilà. Et puis après, notre grande force aussi, et c'est la chose que pour l'instant personne ne nous a copié, c'est l'honnêteté. En 2021, quand on a fait notre introduction en bourse, on a fait notre nouveau slogan « Entre gens honnêtes ». Parce qu'on a fait une étude de marché et on s'est rendu compte que nos clients venaient chez nous pour ça. Okay. Et le « Entre gens honnêtes », c'est vraiment ce qui a enfoncé le clou. Le côté, on filtre nos clients, les gens qui veulent chez nous, c'est ceux qui veulent pas de problème. Ouais. Et pour qui l'honnêteté est très important. Oui, je comprends. Ouais, j'ai vu votre slogan justement entre gens honnêtes, c'est beau. Et je rebondis sur quelque chose que tu as dit avant, avoir été les premiers à s'implanter à l'étranger. Donc aujourd'hui, l'agence automobilière n'est pas que en France. Oui, tout à fait. On est alors en Belgique, ça fait, je crois, 9 ans qu'on est en Belgique. On est en Espagne, au Portugal, en Suisse. Donc, voilà. On est aussi en Guadeloupe, en Martinique. C'est la France, mais nos agences les plus lointaines sont Guadeloupe et Martinique. Donc, punaise. Voilà. Ah ouais, vraiment répandu partout. Quoi. Ouais. Et alors, tu en as parlé brièvement dans la présentation, mais comment fonctionne concrètement ce modèle aujourd'hui d'intermédiation sans stock? Parce que je pense que des fois, vous faites quand même avec du stock ou pas? Alors, on peut le faire. Certaines agences, on peut donner ce service, mais c'est pas, c'est vraiment anecdotique. Ouais. Je dirais que le gros avantage, c'est qu'aujourd'hui, les gens, soit ils vendent leur voiture par eux-mêmes, ça leur coûte rien, mais avec tout le risque qui va avec, le risque de se faire avoir, de ne pas être payé, d'être importuné par des clients, de ne pas vouloir des gens chez soi à la maison, tout simplement. Oui. Et c'est vrai que d'un autre côté, tu as le concessionnaire, tu vas chez lui, il s'occupe de tout, mais c'est au prix fort, ça te coûte très cher, et là, tu perds énormément d'argent. Nous, le fait d'avoir cherché un juste milieu là entre, c'est ce qui plaît, et les gens nous donnent mandat pour vendre leur voiture, on fait au mieux. On donne tout et c'est ce qui leur plaît aussi, c'est ce qui fait notre fort taux de satisfaction client. Et puis derrière, on prend une commission qui est beaucoup plus faible, qui est plus juste. Là où un garage va prendre 3 500 € sur une commission moyenne entre un prix de reprise et de revente, nous on va essayer de faire gagner un tiers au vendeur, un tiers à l'acheteur, un tiers pour nous.
Et ça, c'est juste et c'est ce qui plaît. Et puis, on s'occupe de toutes les démarches, on fait des extensions de garantie, on fait les financements, exactement les mêmes services qu'un garage, sauf que le client garde sa voiture, continue de rouler avec. Ok. Voilà. Ah ouais, donc là, je me rends compte que c'est vraiment un service ultra sécurisé, mais en plus ultra complet, avec entre autres des possibilités d'extension de garantie, de financement, et puis etc. c'est même mieux que dans un garage, parce que l'acheteur souvent nous dit, ce qui lui fait acheter la voiture, c'est quand il rencontre le vendeur, l'ancien propriétaire. Moi-même, je dis, moi, j'achète pas une voiture d'occasion, moi, j'achète l'ancien propriétaire. L'usage qu'il en a fait. Et c'est vrai que dans un garage, les voitures, elles sont reconditionnées, elles sont polichées, elles sentent bon, elles sont révisées avec une extension de garantie, mais on ne sait pas comment elles étaient avant. Et souvent, si on les avait vues avant, on les achèterait pas. Nous, on peut pas tricher, on peut pas mentir. Ils les voient dans l'état réel avec leur ancien propriétaire. Ils peuvent discuter avec eux, ils peuvent voir les anciennes factures. Donc nous, il y a vraiment une traçabilité complète, et c'est ce qui plaît. Ok. Ah ouais, excellent, franchement. Et qu'est-ce qui fait, selon toi, que les clients font davantage confiance à une agence plutôt qu'à une agence automobilière, bien sûr, plutôt qu'à une plateforme de petites annonces? Donc tu penses que c'est vraiment ça, le fait que vous, le professionnel, vous soyez là vraiment pour sécuriser finalement tout, quoi? Oui, et puis aussi le fait que je pense qu'on a des meilleures voitures. Comme chez nous, le service est payant et qu'on sélectionne les voitures qu'on rentre, je veux dire, grosso modo, on a le gratin de ce qu'on va trouver en petite annonce. Et voire même ce qu'on ne trouvera jamais en petite annonce, parce que les gens, beaucoup de nos clients, ont peur de vendre en petite annonce et ne veulent pas. Donc on va trouver des voitures qu'on ne trouve pas ailleurs. Souvent des voitures qui seraient peut-être parties en reprise concession, ou alors qui seraient restées vendues à un ami, et puis finalement il se dit non, je préfère pas le vendre à quelqu'un que je connais, je préfère le vendre à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Et on s'occupe de tout. Et donc ce qui fait que globalement, on a des meilleures annonces et des meilleures voitures qu'en annonce. Et d'ailleurs, notre garantisseur nous le dit, on a un taux de sinistre beaucoup plus faible même que la moyenne nationale. Nos voitures, même si on n'est pas garagiste, qu'on ne les révise pas, ils ont beaucoup moins de pannes. Ok. Voilà. Ouais, donc finalement, ce slogan entre gens honnêtes, c'est même la personne qui vient pour vendre son véhicule ne vient pas avec une mauvaise intention de la vente parce qu'elle a des problèmes. De toute façon, nos conditions sont assez claires. S'il a une voiture à problème et qu'il vient chez nous, c'est qu'il n'a rien compris. Parce qu'à la fin, je veux dire, quelque part, il s'engage aussi sur l'état de son véhicule. Tout à fait. Donc on ne vend que de bonnes autos. Et donc finalement, ce modèle qui repose énormément sur l'humain, alors maintenant te connaissant personnellement depuis plus d'1 an, je pense connaître la réponse, mais ce modèle qui est très humain finalement, il est volontaire de ta part. Oui, clairement. On est dans le service. Donc quand tu es dans le service, tu t'occupes des gens. On ne vend pas des voitures, nous. On vend un service, on aide les gens à vendre leur voiture, ce qui n'est pas la même chose. Donc c'est forcément de l'humain. Non, mais c'est beau et c'est ce qui peut des fois manquer aujourd'hui dans des ventes ou dans des services du quotidien, le côté humain qui peut des fois malheureusement pêcher à l'heure du tout digital, du tout automatisé, du tout. Une voiture, c'est quand même important. C'est le deuxième achat après une maison pour un Français. Donc c'est un gros investissement, il ne faut pas se tromper. Non, c'est clair. C'est un des moyens pour ne pas se tromper. Ok, donc si mes chiffres sont bons, c'est en 2008 que tu as décidé d'ouvrir à la franchise? Oui. Ok, et qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce modèle-là justement? Alors dès le début, je voulais faire une franchise. Donc j'avais tout fait pour faire comme une franchise. Et j'avais lu qu'il fallait créer deux entreprises en propre avant de pouvoir franchiser. Exactement. Donc comme il fallait en faire 2, je me suis dit je vais en faire 3. Donc c'est vrai que c'est en ayant ouvert la 3e agence en propre qui fonctionne que j'ai voulu me lancer. Donc là, je me dis, maintenant, je suis prêt. Et c'est là que le hasard a bien fait les choses. Un de nos anciens clients qui était comptable, qui en avait parlé à un client à lui, qui cherchait un travail, est venu me voir directement. C'était Philippe, qui est toujours dans le réseau, qui s'occupe aujourd'hui des partenariats, qui a ouvert la première agence franchisée à Saint-Dié. Donc voilà. Et ça a démarré tout naturellement. Et puis après, on a démarré doucement. D'abord une agence, puis une deuxième, puis petit à petit, après les plus anciens ont commencé à épauler, on les avait appelés d'abord développeurs, maintenant c'est des référents, à développer les nouveaux membres. Et puis voilà, comme dans une famille. D'accord, je comprends. Donc ça me permet maintenant justement de rebondir sur la question suivante au niveau de ta croissance. Donc aujourd'hui, vous êtes plus de 100 agences en Europe. Comment s'est passée cette croissance? Donc elle a été régulière? Est-ce qu'elle a été très forte au début? Puis comment ça s'est passé ces 100 agences? Écoute, moi je pars toujours du principe que pour savoir courir, il faut d'abord apprendre à marcher. Donc j'ai préféré une croissance
lente, normale. Comme dit, d'abord les premières années, une agence, puis une deuxième, puis une troisième. Et petit à petit, on a commencé à aller un petit peu plus vite, sachant qu'on a eu énormément de demandes, mais là-dessus, il faut filtrer. On a à peu près 600 demandes par an d'ouverture, mais sur ces 600, on va en trouver entre 10, 15, des fois 20 qui correspondent à nos valeurs. Ça ne sert à rien d'ouvrir pour ouvrir, avec des personnes qui vont pas du tout coller avec nos valeurs et qui vont plus nous desservir qu'autre chose. Oui. Donc je dirais qu'elle s'est faite naturellement. Et c'est vrai que depuis quelques années, on a atteint un certain palier et on se rend compte que, au final, courir vers un nombre d'agences n'a pas forcément un but en soi. Parce qu'à un moment, on s'était dit, allez, il y a un potentiel de 400 agences en France, on a fait une étude de marché, on peut monter à 400. Mais si c'est pour pas avoir les bonnes personnes, ça ne sert pas forcément à quelque chose, tu vois. Je suis d'accord, parce qu'aujourd'hui, un futur chef d'entreprise qui veut ouvrir son business au travers d'une franchise, s'il est intelligent, il regarde le nombre d'ouvertures, mais il regarde aussi les fermetures. Et en ouvrir 20 pour en fermer 25 chaque année, et j'en ai en tête des business comme ça, c'est pas du tout intéressant. Et je vois vraiment sur quoi tu tends, et franchement, c'est très bien. Et justement, comment vous faites pour sélectionner ces futurs franchisés? Alors je sais qu'aujourd'hui, c'est pas toi personnellement qui t'en occupe, bien sûr, tu as des gens pour ça, mais comment vous sélectionnez vos franchisés? C'est toujours sur la même chose, c'est sur nos valeurs. Dès le début, on avait créé une charte avec 6 valeurs et on la garde toujours. Donc celle-là, on l'avait écrite à plusieurs et on est resté là-dessus. Et c'est ce qui permet que l'ensemble du réseau soit homogène. Voilà, c'est vraiment sur ces valeurs-là. Et alors, on ne les dit pas parce que quand nous, on a un top candidat, ça ne veut pas dire qu'il a une grosse expérience, qu'il a un gros diplôme, même dans la vente d'auto. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est est-ce qu'il va bien coller avec l'équipe, avec les autres membres du réseau, et est-ce qu'il aura les bonnes valeurs. Et quand Valérie vient me voir et me dit « Ah, j'ai un super candidat », ça veut dire qu'il colle aux valeurs. Ça ne veut pas dire qu'il a le local, il a l'argent, il a 10 ans d'expérience et tout. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est est-ce qu'il va bien coller, quoi. Est-ce qu'il a exactement le même état d'esprit que le fondateur et que tout le reste de l'équipe pour travailler tous en harmonie. Et c'est comme ça qu'on avance le mieux, avec l'état d'esprit, pas avec l'argent. C'est vrai. Et pour la suite, est-ce que tu as des objectifs chiffrés sur le développement du réseau dans les années à venir, ou tu continues comme ça? Aujourd'hui, on a toujours des demandes en cours à l'étranger, mais c'est plus forcément une velléité en soi parce que c'est assez compliqué d'ouvrir à l'étranger, même si, comme dit, on a des pays où on est en contact, des nouveaux pays avec des candidats. Mais l'objectif maintenant, c'est plutôt de faire grossir le nombre d'agences. Alors, on cherche toujours à ouvrir des nouveaux points de vente. Si on trouve les bonnes personnes qui viennent nous rejoindre, la semaine prochaine, on a 4 nouvelles agences en formation. Wow. Donc là, on est sur une grande tendance en ouverture parce qu'on a beaucoup de demandes et beaucoup de très bons candidats. Le mois dernier, on a eu 5 ouvertures, donc on est vraiment dans une bonne cadence actuellement, mais parce que, comme dit, on a des bons candidats dans des villes disponibles, donc là, on continue d'ouvrir. Mais sinon, aujourd'hui, notre idée, c'est plutôt de faire grossir les agences, leur amener plus de services, des nouveaux partenariats, qu'eux fassent plus de chiffres, enfin voilà, tout simplement. Très bien. Tu parlais de nouveaux partenariats, franchement c'est génial, ça me permet d'enchaîner sur la suivante je voulais savoir justement, tu as régulièrement noué des partenariats justement stratégiques avec d'autres acteurs du monde de l'automobile. Donc comment tu choisis ces collaborateurs et qu'est-ce qui te donne envie de t'associer à un projet ou à une entreprise en particulier? Alors déjà à la base, il faut qu'elles aient aussi des valeurs assez proches de nous. Je veux dire, une entreprise qui est juste là pour faire de l'argent ou qui servirait des intérêts qui sont différents des nôtres ne nous intéresse pas du tout. Après, il faut aussi que ça ait un rapport avec l'automobile, que ça intéresse nos clients et que ça permette de diversifier notre offre. Donc c'est toujours ce qu'on regarde en priorité. Et là, la dernière en date qu'on a, où c'est une innovation, parce que nous, on veut toujours faire vraiment différent, c'est on va pouvoir maintenant proposer aussi un service maintenance, c'est-à-dire d'intégrer la maintenance, comme on peut intégrer une garantie sur l'achat d'un véhicule d'occasion. Donc ça se faisait sur le neuf, mais maintenant on va pouvoir intégrer aussi la maintenance sur l'occasion. Excellent. Donc voilà, on peut déjà intégrer la maintenance sur l'occasion depuis peu. Très bien, très bien. Donc dans le cadre d'aider les agences à grossir au travers de nouveaux services. Et puis c'est un service de plus pour nos clients. Exactement. Qui peuvent acheter une voiture d'occasion avec tous leurs frais de maintenance intégrés en mensualité lors de l'achat, quoi. En même temps que le financement de la voiture, par exemple. Ouais, très bien. Service complet à 100%. Voilà. Ok, super. Et aujourd'hui, tu t'es associé à hauteur de 33,33% dans la société VSP Location. Et qu'est-ce qui t'a convaincu de t'associer dans ce projet? Toi, déjà, quand tu es venu avec Laetitia, on s'est rendu compte que, au final, tu offrais un service que nous, on n'offrait pas, que tu avais des besoins que nous, on pouvait t'apporter.
Oui. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avant, tu étais local, régional, Oui. et nous, on pouvait t'apporter un maillage plus national qui permet d'apporter cet effet volume qui était nécessaire à l'entreprise. Donc au final, c'est venu tout naturellement, quoi. On a discuté et puis après on s'est dit allez, on y va. Hein. Ouais, c'est ce qui s'est passé. Hein. C'est vrai. Et on avait le même état d'esprit, le côté vraiment simple et pareil. Même si je ne porte pas ce logo, mais entre gens honnêtes, c'est important pour VSP Location aussi, puisqu'on est dans le service de la location de voitures sans permis pour les gens en suspension de permis. Donc dans cette phase difficile, on aime bien aussi être un bon maillon pour les aider, quoi. Hein. Okay. Et selon toi, qu'est-ce qui rapproche le concept de l'agence automobilière et celui de VSP Location? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le côté, comme dit, c'est quelque chose qu'on apporte en plus à nos agences. C'est des clients aussi qui ne nous auraient pas connus, qui viennent chez nous en agence. Pour louer une voiture sans permis, mais derrière, ils peuvent acheter, revendre leur voiture. Parce que du coup, ils sont venus, ils nous connaissent. Et puis aussi, par rapport au projet futur, je l'ai annoncé il y a quelques mois, mais pour l'instant, on n'a encore rien présenté. Mais on va devenir constructeur automobile. Et même si c'est au départ une voiture normale, il y aura une déclinaison aussi sans permis. Donc tout ça peut rajouter en fait du lien dans tous nos différents, on va dire tous nos différents services qu'on apporte aux clients, quoi. Donc on va pouvoir lui proposer de l'occasion. On faisait déjà du neuf en import ou à travers certains mandataires qui achètent des véhicules neufs en lot, du neuf remisé. Et puis maintenant on aura aussi un véhicule urbain neuf. Fabriqués en France, ça c'est super important parce qu'aujourd'hui les petits véhicules urbains viennent tous de pays étrangers et ça n'apporte aucune plus-value dans notre pays hormis la destruction de nos emplois et de notre industrie. Donc nous ce sera vraiment un véhicule fabriqué en France avec des produits français, quoi. Oui, très. Mais je suis vraiment j'ai envie de te dire choqué et heureux que tu annonces ça parce que ce projet-là de devenir constructeur automobile, je t'entends très peu en parler. Alors, pour l'instant, j'en parle très peu. Voilà, donc je suis content pour ma communauté aujourd'hui, la communauté VSP Location, qui puisse avoir cette annonce, quoi. Alors, ceux qui suivent un petit peu les créations d'entreprises et tout ça peuvent voir qu'il y a une entreprise qui a été créée. La présentation sera pour avant la fin de l'année, je l'espère, parce que le prototype est en cours de montage. Donc voilà, il y a encore des tests, il y a plein de choses, mais il y aura une grosse annonce nationale, bien sûr, à ce moment-là. Excellent, franchement, mais c'est vrai qu'à l'époque, quand on s'était rencontrés, il y a maintenant plus de un an et demi, tu nous en avais tout de suite parlé, mis vraiment aussi dans l'extrême confidentialité et c'était resté. C'est un projet qui a démarré il y a 4 ans, hein, donc c'est long, hein, tu ne deviens pas constructeur comme ça, c'est pas comme si tu achètes une voiture sur catalogue, parce qu'aujourd'hui en Chine, tu achètes ta voiture sur catalogue, tu la configures, tu mets ton logo et en un mois tu peux vendre une voiture, mais c'est pas ça qu'on fait. Hein. Ouais, non, c'est clair, c'est un très gros projet. Franchement, je suis vraiment content de ce projet-là avec lequel on est indirectement aussi dans... Oui, vous pourrez être partenaire, vous pouvez mettre en location plus tard. Voilà, l'avenir me semble intéressante. Et maintenant, c'est peut-être une question un peu plus personnelle. Qu'est-ce que cette association t'apporte à toi en tant qu'entrepreneur, cette association aujourd'hui avec VSP Location ? Ça m'apporte une certaine ouverture parce que quelque part, c'est un nouveau métier que j'apprends, c'est des nouveaux clients, c'est une nouvelle façon de faire. Et en fin de compte, c'est ça qui est intéressant. Tout en restant dans l'auto, c'est totalement différent de ce qu'on faisait avant. Donc, t'apprends, chaque fois, t'apprends. Ouais, c'est un peu ça le point commun aussi entre les entrepreneurs, c'est finalement avoir constamment envie d'apprendre des choses. Moi, je sais que si le soir, je me couche en n'ayant pas appris quelque chose de nouveau, des fois c'est petit, des fois c'est grand, et des fois on apprend à travers les clients, au travers de n'importe qui, c'est vrai que c'est satisfaisant. Donc je suis content d'avoir participé à t'avoir enseigné le milieu de la location de la voiture, qui plus est sans permis. Voilà. Et... est-ce que tu envisages de reproduire ce type d'alliance avec d'autres projets dans le futur ? Oui. En fin de compte, c'est une question d'opportunité. Si demain, il y a une entreprise qui vient, qui colle avec nos demandes, qui peut apporter des choses à notre réseau, ou alors nous, on peut lui apporter des choses, bien sûr, on pourra aller vers une alliance. Oui. Toujours pour avancer, apprendre. C'est normal, oui. Le but du jeu, c'est ça, c'est de grandir, c'est de voir de nouvelles choses. Donc, voilà. Ouais, très bien. Donc, avis aux candidats, chefs d'entreprise ou autres qui verront ce podcast. Vous savez que Christophe est très intéressé pour
connaître de nouvelles choses. Donc, on pourra peut-être même créer une émission où les gens viendraient pitcher devant nous. Oui, ben, ça se fait déjà. Oui, ça se fait déjà. Il y a une chaîne de télé sur M6 qui fait ça. Alors le billet d'entrée est quand même très très élevé. Hein, parce que je me suis renseigné. Hein, pour avoir un siège, il faut amener 3 millions d'euros. Hein, donc c'est un petit peu d'argent. D'accord. Mais nous, on ferait que pour l'automobile. Voilà, le concept uniquement automobile. Ok. Et je repense à quelque chose d'avant. Justement, on parlait d'humain, de satisfaction client, qui est très élevé chez vous. Et comment vous entretenez ce niveau de qualité au fil du temps, justement? En fin de compte, les clients, on a toujours notre retour clientèle. Donc, chaque client, acheteur comme vendeur, répond à un questionnaire qui est toujours le même, un questionnaire de satisfaction. Aujourd'hui, on a plus de 98%, on est à 98,6% de taux de recommandation client. C'est-à-dire, il nous recommande à un ami ou un proche. Et en fin de compte, s'il ne nous recommande pas, s'il y a un souci, on le rappelle, on essaie de savoir pourquoi, on veut des commentaires. L'objectif, c'est toujours de s'améliorer. Et c'est de toujours recruter les bonnes personnes, donc les membres qui rentrent dans notre réseau, c'est ce qu'on disait. On ne veut pas faire du volume pour qu'à la fin, on perde de la qualité. Ce n'est pas l'objectif. Et puis après, tu as aussi la formation continue. C'est une de nos forces. À travers aussi notre logiciel interne, on a de la formation continue tout le temps, quoi. Ok, très bien. Et on parlait avant de médias, etc. Donc tu interviens parfois justement dans les médias. Tu es sollicité sur des sujets auto ou franchise. Qu'est-ce que ça change pour ton réseau, ces interventions-là? Alors j'ai envie de te dire, ça nous apporte de la notoriété. Mais est-ce que ça ramène du chiffre d'affaires ou des choses comme ça? Ce serait mentir que de te dire que ça ramène du chiffre, hein, parce qu'on fait des très très bonnes émissions. J'ai déjà fait des directs, comme dit, dans le JT, TF1, CNews, enfin je sais plus, BFM, enfin plusieurs. Le plus gros média qu'on avait fait, c'était Grand Reportage, où on a eu, ils nous ont diffusé 3 fois, avec chaque fois presque 5 millions de téléspectateurs. Donc c'est des choses énormes. Donc de temps en temps, on a un client qui nous dit « Ah, on vous a vu à la télé, ils ne se rappellent plus trop, mais ils ont déjà entendu parler de nous. » Mais après, ce qui va vraiment faire la différence, c'est qu'à un moment, il se dit « Tiens, il va avoir besoin de nous. » Et puis c'est surtout un ami, un proche, toujours cette histoire de recommandation, qui va lui dire « Ah, t'as une voiture à vendre, va à l'agence automobilière. » Et il dit « Ah oui, j'en ai déjà entendu parler, alors peut-être à la télé, ailleurs. » Et c'est là qu'il va faire le pas. Donc en fin de compte, ça apporte plutôt une connaissance de la marque, mais ça ne fait pas tout. Ce qui fait vraiment tout, c'est la qualité de notre travail qui va faire que nos clients parlent de nous. Et aujourd'hui, on a plus de 250 000 clients en France, et ça compte. Ah oui, c'est clair. La recommandation, c'est le point. C'est ça. On est d'accord. Et vous avez un ADN aussi très terrain et très réel, quoi. Et c'est important pour toi que chaque agence garde cet esprit de proximité. Oui, mais savoir ce qui se passe, savoir ce que demandent les clients. On est dans un monde qui change tout le temps. Donc notre métier, l'effet miroir, c'est le client, c'est le particulier qui passe par nous, qui nous le donne. Donc voilà, on est dans le service, on n'a pas le choix, j'ai envie de te dire. C'est pas encore demain qu'il y a une intelligence artificielle qui va te dire si une voiture, alors même s'il existe des choses qui te disent les griffes, les bosses, voilà, pour voir si une voiture a été repeinte et tout, il faut un savoir-faire. Pour savoir si une voiture sent la cigarette ou pas, je crois pas qu'une intelligence artificielle avec des photos va s'en rendre compte. Mais personnellement, j'ai pas envie d'acheter une voiture qui sent la cigarette, quoi. Surtout quand on est non-fumeur. Non, mais alors j'ai rien contre les fumeurs, mais c'est une question de prix. Je veux dire, une voiture qui sent coûtera beaucoup moins cher qu'une voiture qui sent pas. Et tout le monde ne voudra pas l'acheter. Parce que tu as beau mettre des shampoings, des machins, ça tient 1 mois ou 2 et puis l'odeur ressort. Donc c'est un exemple comme tant d'autres. Mais voilà. Ok. Et là, pour finir cette interview, j'aurais besoin pour la communauté de quelques conseils, chef d'entreprise que tu es depuis maintenant un certain temps. Pour ceux qui veulent entreprendre dans l'automobile, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, déjà, l'envie d'entreprendre est super importante, quoi. C'est tu as envie de te lancer. Après, s'ils ont envie d'entreprendre, qui m'appellent ou qu'ils appellent, qui nous contactent nous, qui discutent avec des membres du réseau, avec des personnes qui l'ont déjà fait. Parce que des fois, tu peux t'imaginer le métier, mais au final, il est peut-être pas forcément... Tu peux idéaliser des choses et puis c'est pas forcément comme ça. Donc bien te rendre compte que tu vas pas te tromper, que ça colle avec ce que tu veux faire, quoi. Parce qu'entrepreneur, ça veut quand même dire beaucoup de travail, hein. Beaucoup de soucis, beaucoup de contraintes, mais beaucoup de plaisir en face. Donc voilà. Mais il faut le savoir. Des fois, on voit que le plaisir, on voit pas les contraintes. Donc c'est vrai. Surtout dans les médias ou dans les vidéos, on montre
souvent. C'est l'objet pourquoi les gens viennent chez nous. Oui. Mais avant tout, c'est un service auprès des clients. On en parlait avant de l'humain. Je dirais que pour être entrepreneur, pour être dans le commerce ou dans le service, il faut avant tout aimer les gens. Moi, j'ai commencé ce métier parce que j'aimais l'auto. Je me suis découvert une nouvelle passion, c'est la passion des gens. Aider les gens, aimer écouter leur histoire, s'occuper d'eux. Si t'aimes pas les gens, tu peux pas t'en sortir. Ouais. Donc, on est dans un métier, il faut aimer aider, il faut aimer les gens, quoi, tout simplement. Voilà. Ouais, super. Ça serait, si je devais avoir un mot de la fin, c'est ça. Et là, tu as tout pour réussir. C'est vrai. Et un mot de la fin, mais qui a finalement été la ligne directrice de toute cette interview et qui te représente parfaitement. Et pour ça, je te remercie beaucoup, Christophe, pour m'avoir accordé ce temps-là. Et cette interview, je dirais, sans filtre et à cœur ouvert. Oui, voilà. Merci beaucoup à toi pour l'invitation. Merci. Voilà. À bientôt. À bientôt.